Bienvenue à tous, bienvenue sur Mini Story. Voilà, je suis ravie de vous retrouver après ce grand laps d'absence concernant donc mes vidéos sur la thématique féminine. Alors, comme promis, je vais enfin commencer la vidéo sur Mulan. Sans plus attendre, nous allons commencer donc l'analyse du film Mulan, donc film qui a été produit par Disney et qui est sorti, qui devait sortir en tout cas, si je me souviens bien, au mois de mars en 2020. Évidemment, avec la situation et le Covid, tout ça a été reporté et pour éviter de nouveau de ne pas pouvoir sortir ce film en salle, Disney a décidé de diffuser ce film en septembre 2020 sur leur plateforme Disney. Alors concernant l'analyse de ce film, dans un premier temps, je vais vous présenter la figure de Roi Mulan, donc d'où ça vient historiquement parlant, comment est-ce que la figure a évolué et comment on en est arrivé à cette figure présentée par Disney. Ensuite, je vous ferai une brève analyse du film en mentionnant et en insistant évidemment sur les deux caractères féminins qui nous intéressent ici, c'est-à-dire Mulan et la sorcière. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, évidemment, je ne vous recommande pas de regarder la vidéo parce que je vais clairement faire plein de spoilers. Alors l'analyse évidemment sera tournée autour d'une grande question qui est est-ce que la figure de Mulan est réellement une figure féministe? Est-ce que c'est réellement une femme indépendante et forte qu'on veut représenter à travers la figure de Mulan? Donc je reprendrai évidemment un peu la grille d'analyse de Mona Chollet, mais évidemment ce sera beaucoup plus axé sur la notion d'indépendance. Alors, la figure de roi Moulin émerge dans un premier temps au 5e siècle dans une ballade, dans une sorte de chanson de conte qui n'a pas un auteur attitré, donc c'est un auteur anonyme. Pour remettre dans ce contexte, au 5e siècle en Chine, il n'y a pas d'empire chinois tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on le retrouve, ou qu'on a l'impression en tout cas dans le film et dans la version Disney dessin animé donc de 1998. On a vraiment une civilisation où il y a plusieurs populations, plusieurs tribus, qui est un peu similaire à l'Europe du 5e et 6e siècle. Donc vraiment assez, on va dire, pareil dans les deux civilisations à cette époque-là. Alors, Hua Mulan est une jeune tisseuse qui vit dans une famille plutôt nombreuse, où parfois on fait mention d'un garçon qui est trop jeune, et donc du coup, Roi Mulan décide de prendre la place de son père lors d'un moment où l'armée appelle à ce que tous les hommes aillent combattre pour un conflit. On ne sait pas exactement lequel, ce n'est pas précisé. C'est en tout cas dans la civilisation chinoise, je ne sais pas pour la civilisation européenne ou américaine ou amérindienne, etc., qu'on a la mention d'une femme qui se travestit en homme. Donc c'est assez nouveau, c'est même assez féministe pour l'époque d'une certaine façon. Alors concrètement, je n'aime pas utiliser le mot féministe pour cette époque-là parce que c'est un peu anachronique. Il n'y a pas vraiment de féminisme en tant que tel à cette époque-là. Les actions féministes de l'époque ne sont pas conscientes, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas conscience qu'elles sont féministes, qu'elles sont avant-garde. C'est pour ça que je l'utilise vraiment avec des pincettes. Néanmoins, j'ai fait ma petite recherche et il faut savoir qu'à cette époque-là, nous avons, on va dire, une ouverture qui se fait pour les femmes, puisqu'on va avoir à cette époque-là, donc vers le 5e, 6e siècle, une impératrice dans la région de Chine. Donc il y a plusieurs dynasties qui existent, pas une seule, mais il y a une impératrice qui va sortir de l'eau, c'est l'impératrice Wu Zetian, que je ne connais pas particulièrement. Il y a des vidéos qui circulent sur elle sur YouTube, malheureusement en grande partie en anglais si ça vous intéresse. Mais on a donc une figure féminine qui sort du lot, qui va s'imposer au pouvoir et qui va créer sa propre dynastie, chose qui est tout à fait révolutionnaire pour l'époque. Alors là, je vous fais un petit parallèle avec l'Europe, où à cette époque-là, nous sommes dans la période mérovingienne, où nous avons des figures telles que Frédégonde et Brunehaut, qui sont aussi des femmes fortes qui s'imposent dans le pouvoir de l'époque. Donc concrètement, maintenant, voilà, je ne suis pas une spécialiste, donc peut-être que les affirmations que je fais là sont correctes ou pas, mais on a en tout cas une impression à travers ces grandes figures féminines
qu'au 5e siècle, autant en Chine qu'en Europe, il y a une possibilité, en tout cas pour les femmes, de s'affirmer, de s'imposer, ce qui sera beaucoup plus compliqué par la suite, évidemment. Donc, je ne vais pas dire que le féminisme et les femmes sont bien considérés, mais en tout cas, on y fait mention. Donc, ce n'est pas un hasard, je pense, que la figure de Mulan s'impose au 5e siècle et qu'on retrouve donc une femme qui se travestit en homme. Néanmoins, voilà la particularité et le problème, c'est que une femme pour subsister, pour exister et pour, on va dire, entrer dans l'histoire, se doit de se faire passer pour un homme. Et donc ça va être toute la difficulté et le problème de ce film et le problème des femmes de façon générale, c'est que pour exister et pour s'imposer, elles vont devoir suivre les codes masculins et donc accepter cette norme masculine qui demande d'une certaine façon de s'effacer en tant que femme et donc d'effacer leur propre identité. Malgré qu'on ait des figures telles que l'impératrice et la chanson de Mulan, et donc on a des femmes qui sont mises en avant, il faut bien réaliser que en Chine comme en Europe, on a des idéologies, des courants philosophiques et religieux qui imposent vraiment la masculinité comme étant, on va dire, l'humain supérieur par rapport à la féminité, donc le sexe féminin. Et donc, clairement, dans le film, on le voit à travers la puissance du chi, donc le chi qui existe réellement dans la philosophie taoïste et néo-confucianiste. Donc, ce sont les courants de pensée qu'on retrouve encore aujourd'hui en Chine. Et ce chi, ce serait en fait un principe fondamental, un souffle de vie, ce qui régit en fait l'ensemble de l'univers. Et donc, concrètement, ce qui est précisé, c'est que ce chi, se manifeste essentiellement à travers les hommes et non les femmes. Et donc on le voit très bien dans le film. Mulan aurait le chi, a le chi, et ça ne va pas parce qu'elle n'est une femme. Le chi ne peut se manifester qu'à travers une figure masculine. Par la suite, la figure de Mulan va être réutilisée plus tard au XVIe siècle et c'est là qu'elle va se transformer en étant une guerrière représentatrice de la nation chinoise. Et donc c'est seulement à ce moment-là que Mulan est associée à la Chine parce que au 5e siècle, comme je le disais, il n'y avait pas vraiment d'unité chinoise, un empire chinois qui s'imposait. C'était d'autres populations qui se faisaient la guerre les unes contre les autres. Et donc, c'est seulement au XVIe siècle qu'on récupère du coup la figure de Mulan comme étant la guerrière par excellence. Et certains pensent même qu'au XVIe siècle, c'est assez fréquent de retrouver certaines femmes qui vont décider de prendre la place de leur père ou de leur frère. Alors là, moi, je ferai un autre parallèle que j'ai trouvé assez intéressant, c'est la figure de Jeanne d'Arc, où on retrouve aussi une femme en Europe qui va prendre les armes. On a l'idée que la femme peut être acceptée comme étant un soldat qui défend une nation, hein, bien sûr, mais elle peut être acceptée seulement parce qu'elle accepte de se sacrifier d'une certaine façon. Donc il y a l'idée qu'elle doit sacrifier son rôle, son identité, elle doit endosser les codes des hommes pour pouvoir exister. Donc c'est un peu l'existence de la femme à travers, on va dire, l'effacement de ce qu'elle est. On pourrait penser, mais je vais un peu loin, j'avoue, que ce n'est accepté que parce que il est possible qu'elle se sacrifie, qu'elle finisse morte à la fin. Et donc, dans certains cas et dans certaines versions de Mulan du XVIe siècle, on a des versions où Mulan se suicide en rentrant chez elle parce qu'elle n'est pas acceptée parmi ses pairs une fois qu'elle a dévoilé son sexe. Aujourd'hui, la figure de Mulan, en tout cas en Chine au XXe siècle, est représentée comme un personnage féministe avant-garde pour cette époque, mais comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc là, on va mettre tout l'aspect historique de côté et on va se poser la question principale que j'ai déjà annoncée, qui est est-ce que Mulan est réellement une féministe, c'est-à-dire une femme indépendante, forte, qui, on va dire, va essayer de s'émanciper et de se détacher de la tutelle masculine. Alors le film commence vraiment dans une cohérence historique. Donc à l'inverse du dessin animé, il y a vraiment une volonté de Disney d'installer le film dans le 5e siècle avec les Hurons qui sont les ennemis
Et donc, c'est vraiment une civilisation qui a existé au 5e siècle et non pas les Huns comme on l'a dans la version de 1998. On est dans un village où Mulan grandit et on observe directement que Mulan est très particulière puisqu'elle possède le chi. Et donc le chi, comme je vous l'ai expliqué, c'est donc cette capacité, ce principe premier qui ne peut se manifester qu'à travers une personne masculine. Donc là, dès le début, son père lui dit que ça ne va pas, ce n'est pas correct. Et donc, elle va donc écouter cette autorité masculine à laquelle elle est soumise et va réfréner le chi qu'elle a en elle. Ensuite, en plus de devoir réfréner qui elle est, etc., elle va être formée toute son enfance, toute sa jeunesse, à devenir une bonne femme. Et donc, il y a cette fameuse scène où elle rencontre les marieuses, où là, elle doit interpréter la bonne femme, hein, voilà, la bonne femme, qui est donc silencieuse, qui est serviable, qui sert le thé, qui écoute son mari, etc., etc. Et donc, il y a vraiment l'idée dès le départ que la femme, en tout cas Mulan, se doit d'être soumise à son père et doit se préparer à être soumise à un mari. Alors évidemment, vous connaissez la suite. L'armée vient annoncer qu'il y a un conflit et que tous les hommes doivent absolument venir se former. Et Mulan, en voyant son père mal en point, décide de prendre sa place sans lui demander son avis. Et évidemment, quand son père l'apprend, il va, comme on le retrouve dans le dessin animé, faire appel aux ancêtres et surtout au symbole protecteur de la famille, c'est-à-dire le phénix. Et donc là, il y a l'idée que Mulan s'est défaite de cette autorité masculine et pour ne pas qu'elle soit complètement, on va dire, toute seule parce que, bon, voilà, une femme toute seule, c'est une femme qui ne sait pas penser par elle-même, qui ne sait pas s'auto-gérer. Hein, il y a cette idée-là, hein, voilà. Encore une fois, il y a donc ce phénix qui va être un espèce d'ange gardien, un peu moins fun que Mouchou, hein, je vous l'avoue. Mais bon. Et ce phénix, il n'est pas genrifié, donc il n'est pas masculin et féminin, mais c'est l'idée d'une autorité familiale. Et donc l'autorité familiale, c'est toujours le patriarche. Hein, voilà. Et donc Mulan, tout ce qui va lui arriver, il y aura toujours le phénix derrière. Et donc là déjà, au niveau de l'indépendance, c'est un peu compliqué. Même si elle s'est émancipée, même si elle a dit non merci à ma famille, je fais ma destinée, elle, elle va vraiment être soutenue d'une certaine façon par sa famille avec la présence du phénix. D'ailleurs, au tout début, on voit clairement que si le phénix ne lui avait pas montré la direction, elle serait morte de soif et de faim parce que c'était trompée de chemin. Bref. Clotilde, elle arrive dans l'armée et elle va progressivement s'intégrer dans l'armée. Donc, il n'y a pas vraiment une forme d'émancipation puisque elle va juste se conformer à devenir un homme. Donc elle va accepter de supprimer tout ce qu'elle est, donc l'aspect féminin, ce qu'elle est concrètement, pour se fier aux normes de l'armée, aux normes masculines. Alors à un moment donné, elle va être néanmoins confrontée à un personnage assez important qui est la sorcière, qui va questionner son identité et donc sa féminité, puisque la sorcière fait partie des camps ennemis, des Rohan, et elle va lui dire mais qui es-tu? Et la sorcière va pas croire ce que Mulan dit, et donc Mulan se fait passer pour un homme, ce qui est logique, et elle va pas le croire, elle va lui dire ce que tu fais en n'affirmant pas ton identité, tu amoindris ton chi et donc tes capacités tout court, quoi. Tu t'effaces toi-même, tu ne te permets pas d'être toi-même avec toutes tes capacités, avec tout ton potentiel, parce que oui, en tant que femme, nous avons du potentiel. Bref. Donc, concrètement, voilà, elles sont opposées. La sorcière la tue, enfin, en tout cas, on croit qu'elle la tue, mais heureusement, et surtout grâce à la présence du phénix, familial et masculin, Mulan va survivre. Alors, malgré tout, à ce moment-là, il y a vraiment cette première phase d'émancipation, qu'on pourrait appeler une phase d'émancipation, parce que c'est à partir de ce moment-là que, en renaissant, parce que voilà, on a cru qu'elle était morte, mais en fait, elle n'était pas morte, elle va, on va dire, se réveiller, renaître en tant que femme, et va accepter son identité de femme
avec la puissance qu'elle a, avec le chi qu'elle a. Du coup, la nouvelle va être très mal prise et Milan va se retrouver expulsée de l'armée et elle va se retrouver toute seule. C'est à ce moment-là qu'intervient pour la deuxième fois la sorcière. Et donc la sorcière a très fort été intriguée par Mulan et on comprend très vite que la sorcière va considérer Mulan comme étant une paire, donc quelqu'un comme elle. Et donc en effet, elles sont très similaires puisque ce sont deux femmes qui cherchent à se construire au-delà du carcan de la société, mais qui au final, toutes les deux en tout cas, vont passer d'un carcan à un autre, toujours à chaque fois dominé par des hommes d'une certaine façon. Et donc Mulan refuse de s'associer à la sorcière, puisque la sorcière est du côté des ennemis, des Rouran, et on voit à quel point à ce moment-là, Mulan ressent ce besoin de défendre sa patrie, de défendre toutes les valeurs qu'on lui a appris depuis qu'elle est toute petite. Et donc, on voit vraiment à quel point le conditionnement est passé par là. Et donc, on peut clairement faire un parallèle avec ces femmes qui ne sont pas féministes parce que toute leur enfance, toute leur adolescence, elles ont été conditionnées à penser et à défendre leur façon de penser. Dans la fin, vous la connaissez, Mulan va, parce qu'elle va sauver l'empereur, parce qu'elle va combattre le méchant, elle va réussir à être acceptée par ses pairs et va être reconnue par l'empereur, etc., etc. Maintenant, il y a autre chose qui est assez déroutant, mais qui est tout à fait logique dans l'émancipation féminine telle qu'on la connaît à travers les siècles, c'est que une fois que Mulan va être reconnue, elle aura un besoin fondamental de retourner vers cette autorité patriarcale, cette autorité familiale, puisque ça reste toujours, on va dire, le fondement et surtout le cocon dans lequel elle a vécu. Et donc elle va décider de, après, retourner auprès de son père, donc auprès de l'autorité paternelle, en gardant toujours en tête en plus que le phénix était toujours au-dessus, hein, voilà. Et donc il y a vraiment l'idée que Mulan, c'est un personnage qui veut s'émanciper, qui veut s'affirmer en tant que femme, mais que cela très très compliqué étant donné qu'elle a évolué dans des normes masculines, elle a évolué sous la tutelle, sous des autorités masculines. Et ce qui est génial à la fin du film, c'est que malgré tout, une fois qu'elle est reconnue par son père et qu'elle retourne sa l'autorité de son père, on lui propose on lui repropose, parce qu'il l'avait déjà fait, lui propose de travailler auprès de l'empereur. Donc on pourrait le voir comme une forme d'émancipation, mais elle va retourner quand même sous l'autorité de l'empereur et de la nation. Donc concrètement, on peut dire que il y a une forme d'indépendance au sein de l'image de Mulan véhiculée dans le film. En tout cas, il y a une volonté d'indépendance, mais il n'y a pas d'indépendance. Après, c'est normal, on est quand même dans un film qui se veut contextualisé au 5e siècle, donc ce serait un peu anachronique de vouloir vraiment présenter une femme complètement émancipée et qui s'en fout complètement de l'autorité familiale, patriarcale, nationale, etc. Ce ne serait plus Mulan, hein, ce serait une autre histoire. Mais néanmoins, on est quand même dans un Disney, on est quand même dans un film du 21e siècle, donc la question est de savoir si vraiment ils ont voulu respecter l'histoire et n'ont pas voulu dénaturer Mulan et ne pas la rendre complètement féminine. Donc tout à fait compréhensible à ce niveau-là. Mais clairement, on n'est pas du tout dans un personnage féministe, indépendant, tel qu'on le voudrait, parce que le contexte et l'histoire ne le permet pas, clairement. Là, je parle de Mulan, mais je voulais aussi vraiment m'accaparer sur le personnage de la sorcière, qui est très intéressant. Puisque la sorcière, ce qui est assez primordial, c'est qu'elle n'a pas de nom, elle s'appelle la sorcière. Et donc clairement, on est déjà face à une présentation de la femme comme étant anormale, comme étant hors norme, donc qui ne correspond pas à la société, qui n'est pas acceptée par la société. Et on est face à une femme qui, d'une certaine façon, n'a pas eu le choix et n'a pas le choix que de s'émanciper. Et donc, comme elle n'est pas normale, elle n'est pas une femme soumise qui correspond à ce que la société veut, elle va malheureusement être bannie, être rejetée par sa famille.
Mais le gros problème, le sentiment d'abandon qui va amener à cette femme, donc la sorcière, à rechercher en permanence la notion de foyer. Et donc, à chaque fois, ce qu'elle dit, voilà, moi j'ai besoin d'un foyer, je veux un endroit où on me reconnaît en tant que tel. Et donc, il y a vraiment l'idée qu'elle a besoin d'une famille, d'un foyer, mais encore une fois, la notion de foyer et de famille renvoie à cette idée d'enfermement dans certains critères associés à la femme, tels que la maternité, tels que la soumission à un mari, etc., etc. Et donc, on voit vraiment que chez la sorcière, il y a une grande difficulté de sortir de ce carcan qui est qu'elle veut s'émanciper, elle veut être acceptée pour ce qu'elle est, mais elle ressent le besoin fondamental de faire partie d'une famille, d'un couple, d'un foyer. Mais il y a l'idée que Mulan, dans le film, arrive d'une certaine façon à s'émanciper, même dans une société patriarcale machiste, alors que la sorcière n'y arrive pas. Et ce qui est assez touchant, c'est que la sorcière, en sachant très bien qu'elle a fait une mauvaise route dans son émancipation, décide de se sacrifier pour sauver Milan. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié la relation entre les deux personnages parce qu'en plus, ça valorise le soutien entre femmes. Donc on voit au début que c'est très très compliqué, hein, son ennemi. Et donc ça montre vraiment que parfois, ben, la société ne nous encourage pas en tant que femmes à s'entraider. Alors concrètement, on n'est pas vraiment dans un film féministe, mais comme je vous l'ai dit, le contexte n'aide pas, mais il y a quand même une volonté de questionner les normes et de sortir de ce carcan. Il y a cette volonté de montrer une forme d'émancipation de la femme, même si c'est une semi-émancipation, une émancipation hybride à ce niveau-là. Mais bon, à partir du moment où vous décidez de poser un contexte, on va dire, très à cheval et très lourd, c'est très compliqué, évidemment, de mettre une figure complètement féministe. Et donc ça, c'est un peu le problème. Maintenant, clairement, comme on est dans un Disney, où il n'y a pas une réelle volonté de respecter à la lettre l'aspect historique, etc., on aurait pu changer vraiment le film, mais ça serait complètement éloigné de l'histoire de base que nous connaissons. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'étais assez structurée. J'essaye, hein, j'essaye. Alors, concernant les références, je vous conseille vraiment d'aller sur France Culture. Donc, ils ont quelques articles sur la figure de Milan. Ils ont des petites vidéos aussi. Je ne suis pas une spécialiste dans le domaine, je le répète, donc si pour vous il y a des incohérences, je m'en excuse, mais clairement, toute la civilisation chinoise est vraiment un terrain inconnu et j'ai pris un réel plaisir à faire cette vidéo pour vous. Voilà, je vous fais de gros bisous.